Bonjour, bonsoir et bienvenue sur Tout Oui, le podcast qui vous écoute. Je m'appelle Johanna et je vous rencontre pour vous offrir un espace de parole complètement libre où chaque épisode dure aussi longtemps que vous avez de choses à me raconter autour d'un thème. Dans cet épisode, M s'exprime sur le militantisme féministe. Elle parle de sa lutte, de ses engagements et de son histoire. Avant de commencer, je tiens à préciser que cet épisode va notamment aborder les thèmes des féminicides, des viols et des violences sexistes et sexuelles de façon générale. Si ces sujets sont compliqués pour vous, cet épisode n'est peut-être pas le meilleur, alors n'hésitez pas à vous tourner vers un autre épisode de Tout Oui. Merci. Le féminisme, pour moi déjà, est multiple. En 2020, là où on en est, c'est qu'il n'y a pas une seule définition, il n'y a pas une seule et unique manière de voir les choses et de militer pour, en fait, ou contre, d'ailleurs. On le voit bien dans les différentes associations, les différents collectifs, les différentes paroles, en fait, qui sont portées au niveau du féminisme. Donc il va y avoir du féminisme plus ou moins inclusif, notamment du féminisme qui prend en compte les oppressions multiples, et du féminisme qui ne le prend pas. Il y a le féminisme qui prend en considération, par exemple, que les personnes LGBT, notamment les personnes trans et non-binaires, sont tout autant oppressées, vivent les mêmes oppressions, et en plus des oppressions multiples, en fait, que les femmes cisgenres. Donc déjà, je pense que c'est important de repositionner ça, parce que il y a eu plusieurs vagues de féminisme dans plusieurs pays, à différents endroits, et qui ont répondu à certaines demandes, mais pas à toutes. Et faut se souvenir aussi que selon les pays, selon les continents, selon les cultures, le féminisme ne va pas se manifester de la même manière, parce que les oppressions ne sont pas les mêmes. Voilà. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en 2020, on voit une multitude de féminismes avec un peu quelques petites guéguerres internes, parce que j'avoue que c'est un petit peu compliqué. Moi, en tant que je me définis comme féministe inclusive et intersectionnelle, c'est un peu compliqué d'avoir en face de moi des personnes qui ne sont pas en accord avec ça, en fait, qui vont avoir un féminisme beaucoup plus exclusif, et en fait j'arrive pas à les comprendre et je pense qu'elles n'arrivent pas à me comprendre non plus. Mais comme on a pu le constater à la manif du 8 mars, enfin aux manifs du 8 mars, parce que je pense qu'au niveau national ça a été le cas dans un peu toutes les villes, tous ces féminismes-là se sont retrouvés à ce moment-là pour se soutenir et pour crier ensemble. Moi j'ai vu des pancartes qui m'ont un peu hérissé le poil, que je trouvais très centré femmes cisgenres, sans même mettre le mot cisgenre en fait dessus. Mais c'était bien d'avoir ces personnes-là avec nous quand même, parce qu'au final on se bat pour la même chose, c'est juste que tout le monde n'est pas en capacité de mettre les mêmes mots dessus. Et voilà. Donc le militantisme féministe, c'est un peu un espèce de patchwork de tout ça, où il y a une espèce d'agglomération, en fait, d'associations, d'individus, de collectifs, d'organisations, politiques aussi, notamment, qui en font partie et qui essaient de faire sortir leur voix, et qui essaient de mener les troupes un peu vers quelque chose de mieux. Parce qu'on en revient quand même à ce même constat, c'est qu'aujourd'hui, les femmes, et du coup, moi je dirais les femmes minorisées de genre, donc notamment les personnes trans et les personnes non-binaires, mais également les personnes intersexes, sont opprimées quotidiennement, et de manière systémique, en fait. C'est pas juste à un niveau individuel, c'est à un niveau sociétal et social et économique et politique qui est absolument énorme. Du coup, on fait tous et toutes ce constat-là, et voilà. Donc le but un peu selon moi, le but du militantisme féministe en ce moment, c'est d'aller combattre toutes ces inégalités-là. Il y a déjà beaucoup de boulot qui a été fait par les vagues précédentes, mais on se rend compte aujourd'hui que même le boulot qui a été fait par les vagues précédentes peut encore être mis en question aujourd'hui. On pense notamment à l'IVG, à la double clause de conscience des médecins. On pense aux écarts salariaux, par exemple.
Mais il y en a plein d'autres comme ça, où on n'est toujours pas à égalité avec les hommes cisgenres, et ça va pas du tout. Ça, c'est la définition que je donnerais un peu générale politique du militantisme. Après, pour moi, ce que c'est que le militantisme, moi, je sais que ça m'a un peu sauvée. Ça me porte énormément. Ça m'a permis de libérer déjà de mettre des mots sur des choses que j'ai pu vivre ou que j'ai pu voir, qui m'ont perturbée et que j'arrivais pas à identifier en fait quand je savais pas ce que c'était qu'une oppression de genre, par exemple. Et donc là-dessus, ça m'a porté, et puis ça m'a porté aussi parce que derrière ces choses que j'ai vécues ou que j'ai vues, il y a des émotions qui ont été générées, il y a des frustrations, il y a des réactions que je m'expliquais pas, en fait, que je pouvais avoir par rapport aux femmes autour de moi, par rapport aux hommes, par rapport aux personnes trans aussi, où je savais pas, en fait, j'étais un peu mal à l'aise dans mes pompes, je savais pas trop comment aborder les choses, mais j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui clochait, et je savais pas du tout comment m'y prendre. Et ça a permis de débloquer toutes ces émotions-là et d'arriver à mettre un mot dessus, déjà de les identifier, de savoir d'où elles venaient, comprendre leur origine, et puis d'en faire quelque chose. Et notamment tout ce qui est frustration, tout ce qui a été deuil et tristesse et peine et souffrance en fait qui est descendu des choses que j'ai pu vivre. Tout ça, c'est un peu aggloméré dans une espèce de colère. Alors certaines m'ont dit que c'était pas sain d'être en colère. Il y a plein de personnes qui me disent que c'est pas sain d'être en colère. Mais au final, cette colère, elle me porte et elle me permet d'aller faire ces choses-là maintenant. Donc notamment d'aller coller, notamment d'avoir la force de faire de la pédagogie envers les hommes cis, mais pas que, aussi toutes les personnes en fait qui ne sont pas du tout déconstruites par rapport aux oppressions de genre, et pas que les oppressions de genre, parce que tout se rejoint en fait. C'est ce que je disais tout à l'heure en parlant d'intersectionnalité, c'est aussi par rapport aux oppressions, par rapport aux origines, par rapport à la religion, par rapport au handicap, par rapport à la classe sociale, enfin tout se rejoint, tout se recoupe. Et voilà, donc ça m'apporte beaucoup. Ça m'a apporté aussi je pense une des forces du militantisme féministe, que les autres militantismes n'ont pas, selon moi, c'est la sororité et la delphité. C'est quelque chose qui est ultra fort. Parce que certes, on a des petites guéguerres en interne, mais en attendant, on est quand même là, les uns les unes pour les autres. Et on le voit notamment dans les transports en commun. Moi, je sais que plusieurs fois, j'ai vu des personnes être agressées ou être emmerdées par quelqu'un ou quelqu'une. Et d'autres personnes interagir. Non pas au nom de la solidarité, et on le sent que c'est pas au nom de la solidarité, c'est au nom de la delphité ou de la sororité, en fait. Et ça, c'est une puissance de ouf qu'on a, en fait. On arrive à en faire quelque chose, et ça nous inculque tellement de valeurs, en fait, d'avoir ça. Ça nous inculque notamment les valeurs de solidarité. On le voit en période de coronavirus. Qui sont les personnes qui sont en train de se mobiliser énormément? Parce qu'on sait que la grande majorité, voilà, on parlait d'inégalité, la grande majorité des personnes qui sont en train de se battre pour nous en ce moment, c'est les soignants, les soignantes, qui sont majoritairement des femmes. Et tout l'esprit de sororité et d'adelphité derrière, en fait, est en train de se répandre un peu de partout, à travers de la solidarité intergénérationnelle, inter-voisins-voisines, et c'est interclasse sociale aussi, et c'est hyper intéressant de voir ça. Donc je pense que c'est une des meilleures choses qui puisse arriver au monde, c'est que la sororité et la delphité prennent le pas sur la fraternité, parce que, très honnêtement, je pense pas que la fraternité ait vraiment un sens encore aujourd'hui. Je pense pas que les hommes sachent ce que c'est vraiment que la fraternité. Je suis pas sûre qu'ils sachent la définir ni en faire bon usage. Être fraternel sur un terrain de foot, ok, cool. On va pas aller bien loin avec ça. La vraie fraternité pour arriver à se parler, à se dire vraiment ce qu'il y a au fond, se soutenir dans les moments de crise, les moments difficiles, etc. J'ai l'impression que c'est pas quelque chose qui est cultivé par les hommes. Du moins pas dans mon environnement, et pas dans ce que je peux voir à travers les réseaux ou de manière générale, en fait. C'est pas un truc sociétal, quoi, clairement.
Donc petit point définition sur les différents termes que j'ai employés. Minorisées de genre. Les personnes minorisées de genre, ce sont les personnes qui ne se reconnaissent pas systématiquement dans le genre qui leur a été attribué à la naissance. Donc on pense aux personnes transgenres en opposition aux personnes cisgenres. Enfin, c'est plutôt les personnes cisgenres en opposition aux personnes transgenres. Donc une personne trans, c'est une personne qui ne se reconnaît pas en fait dans son genre assigné à la naissance. À l'inverse, une personne cisgenre, ou du coup on dit cis, va se reconnaître dans son genre assigné à la naissance. Donc vous avez été assigné femme et vous vous reconnaissez en tant que femme, vous avez été assigné homme et vous vous reconnaissez en tant qu'homme. Voilà. Les personnes intersexes, ce sont des personnes qui ont des attributs biologiques qui ne sont pas binaires. Donc par exemple, qui peuvent avoir... alors on prend souvent l'exemple des parties génitales, parce que c'est la plus visible en fait, mais il faut savoir qu'il n'y a pas que ça. La définition du sexe biologiquement parlant, elle prend en considération 5 éléments. Donc il y a les chromosomes, il y a les gonades, les gamètes, il y a bien entendu les organes génitaux, donc extérieurs à proprement parler, et les hormones. En fait, quand on naît, il y a un médecin, une tierce personne, qui va regarder nos organes génitaux et qui va définir du coup notre genre à partir de ces organes génitaux. Pour les personnes intersexes, en fait, c'est quand il va y avoir une indécision en fait par rapport à ça. Des organes génitaux qui vont être plus ou moins développés de telle ou telle manière. Et en fait, on se base que là-dessus pour définir le genre de la personne. Ce qui se passe avec les personnes intersexes, c'est que non seulement c'est une tierce personne, comme avec nous tous en fait, c'est une tierce personne qui va définir le genre du coup assigné de la personne, mais en plus de ça, il y a des mutilations médicales pour faire correspondre au genre auquel on a assigné cette personne, y faire correspondre ses organes génitaux. Et c'est très grave en fait, c'est très grave, parce qu'il n'y a pas du tout de notion de consentement à ce moment-là. Clairement, quand on vient de naître, on n'a pas trop l'occasion de donner notre consentement. Donc voilà, donc ça fait forcément qu'il y a des personnes intersexes qui vont pas se reconnaître en fait dans leur genre qui leur est assigné, notamment, et puis aussi qui vivent juste des violences psychologiques et physiques et médicales à vie, quoi. Donc voilà, c'est pour ça qu'on les inclut également dans les minorisés de genre. Donc là j'ai défini transgenre, intersexe, minorisé de genre. Alors bon, la sororité c'est en opposition dans un esprit binaire en fait à la fraternité. Donc la fraternité, frater c'est les frères, et la sororité, sor c'est les sœurs. Donc soro c'est les sœurs. Du coup c'est l'esprit d'entraide, de solidarité entre femmes cisgenres. C'est de là que ça vient originellement. Nous, on l'a repris, bien entendu, avec notre esprit, avec l'envie d'avoir un féminisme plus inclusif. Dans la sororité, on inclut, bien entendu, les femmes trans. Et pourquoi on a le terme d'adelphité qui sort ? Le terme d'adelphité vient du terme adelph, qui veut dire frères et sœurs. Donc qui prend en compte en fait les deux genres. On est toujours dans un esprit binaire, malheureusement, mais... Voilà, ça couvre un petit peu plus. Et du coup, nous, on se le réapproprie en le développant en disant adelphité, pour justement être encore plus inclusif et inclusive et prendre en compte toutes les personnes qui subissent des oppressions, qu'elles soient hommes cis, femmes trans, personnes non binaires, etc. Donc moi, je milite notamment en tant que colleuse. Donc c'est quoi une colleuse ? On colle des trucs sur les murs, on fait de l'affichage sauvage sur les murs de nos villes. C'est littéralement ça en fait, on affiche, on ne respecte pas les limites des panneaux d'affichage de nos villes, aux grandes dames de notre gouvernement malheureusement. Et on colle quoi donc ? Alors déjà, les collectifs de collage, à ma connaissance, en France, et même je pense qu'internationalement, sont inclusifs. Pour la grande majorité. Tous vont pas le revendiquer à proprement parler en disant on est inclusif, mais des retours que j'ai eus, c'est quand même une grande majorité. Nous, du moins à Grenoble, on l'est. C'est hyper important pour nous. Donc on n'est pas des colleuses, on n'est pas des colleurs, on est des collereuses. Ou des colleurs, ça dépend, ça dépend de qui le dit. Voilà, donc on est, je pense, on est une cinquantaine
officiellement, entre guillemets, actif sur Grenoble. Après, il y a également des personnes qui font ça de manière individuelle de leur côté, donc on n'est pas nécessairement au courant de toutes les personnes qui collent. C'est une pratique qui est très très libératrice, dans plein de sens. Déjà, on est un collectif, on n'est pas une association, on n'est pas accrochés les uns les unes aux autres, on n'est pas dans l'obligation de coller avec les uns les unes et les autres. On est très libre, en fait, de ce qu'on fait. C'est très on essaye du moins d'être dans la bienveillance et dans l'écoute de chacun, chacune, et des besoins et des envies de chacun, chacune, et des capacités aussi des gens. Ce qui est hyper important parce que du coup, il n'y a pas d'obligation d'aller coller, il n'y a pas d'obligation d'aller coller comme ça, il n'y a pas d'obligation d'aller coller ça et à tel endroit. C'est comme on le sent, comme on le souhaite. Et ça, c'est hyper libérateur, parce que du coup, on y retrouve cet esprit d'adelphité et de sororité dont on parlait tout à l'heure, où on est en écoute les uns et les unes et les autres. Et moi, ça m'apporte énormément, parce que je sais que c'est un endroit sécurisant pour moi. Et j'y cultive des relations qui sont très, très enrichissantes, du coup, et où je me sens en sécurité, je me sens en confiance avec la grande majorité des personnes qui m'entourent. Donc pour ça, c'est très libérateur aussi, et surtout de par l'activité, en fait, même des collages à proprement parler. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On colle pas n'importe quoi, en fait, sur les murs. À la base, on colle pour lutter contre les féminicides. Donc un féminicide, c'est un meurtre, c'est un assassinat, un meurtre, sur une femme, de par son genre de femme, du fait qu'elle soit genrée en tant que femme. Alors, d'origine, on va parler de l'éléphant dans la pièce directement. D'origine, c'est un mouvement qui a été lancé par Marguerite Stern, qui est une ancienne fémène. Enfin, je ne sais pas si elle est encore active d'ailleurs. En tout cas, du moins, elle a fait partie des fémènes pendant un temps. Et qui du coup a des propos très, très transphobes, donc qui sont en opposition avec les propos que nous on a, qui ne sont pas des propos inclusifs. Elle part du principe que les femmes trans ne sont pas des femmes, et du coup ne sont pas concernées par les féminicides. Or nous on considère que oui, parce qu'une femme trans subit les mêmes oppressions et les mêmes violences sexistes et sexuelles qu'une femme cisgenre, mais aussi les hommes trans. Faut se dire que les hommes trans, potentiellement, physiquement, ils ont des attributs qu'on va dire de femmes. Je mets des guillemets, puisque du coup, ça aussi, c'est des choses auxquelles il faut réfléchir. Quel terme on emploie pour tout ça, etc. Et du coup, il y a des oppressions systémiques derrière, en fait, par rapport à ces personnes, liées à leur sexe, liées à leur genre. Donc c'est pour ça que nous, on est très, très inclusifs et inclusives là-dessus. Donc je le précise, c'est hyper important sur Grenoble de préciser ça, parce qu'on dénonce les propos transphobes. La transphobie tue tout autant que les féminicides, et ça va ensemble en fait. Donc voilà. Donc on colle pour déjà pour alerter. Je veux dire qu'on colle pour les autres. On colle pour plusieurs raisons pour les autres. On colle pour alerter, pour montrer, pour dénoncer, pour dire voilà ce qui s'est passé. On colle notamment des fémages. Donc des fémages, c'est dérivé du mot hommage, en utilisant, donc le mot hommage vient de homme. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on fait pour un homme. Et vu que nous ne sommes pas des hommes en tant que femmes, nous avons créé le mot fémage à partir du mot femme. Donc oui, on colle notamment des fémages, donc c'est en l'honneur d'une femme qui a été, d'une ou plusieurs femmes qui ont été assassinées par des hommes cisgenres. Donc de par leur genre en fait, à cause de leur genre. Donc ça, c'est pour non seulement pour dénoncer en fait ce qui s'est passé, mais pas que, c'est aussi pour justement leur rendre fémage, c'est pour elles, pour leur rendre honneur, pour maintenir leur mémoire en fait, la laisser s'étaler dans les... Continuer à en parler en fait, qu'elle ne soit pas oubliée. Je pense notamment à un fémage que malheureusement avec le coronavirus on n'a pas pu faire sur Grenoble, pour Janine,
qui, donc ce 18 mars, a été... ça faisait 10 ans qu'elle a été assassinée, tuée par une balle de fusil dans le dos par son mari. On avait collé un premier fémage en l'honneur de Janine il y a quelques semaines de ça, sur demande de la famille. On n'a pas pu coller le second, mais j'ai été très touchée de voir qu'il a été collé ailleurs. Il a été collé notamment à Lyon. Donc c'est bien, sa mémoire perdure. Donc on fait ça pour ça, on fait ça pour les autres, et on fait aussi ça pour nous. Je pense qu'on fait ça principalement pour nous, en fait, en tant qu'individus. Parce que c'est une manière, déjà, de se réapproprier la rue. On sait que la rue de nuit, elle n'est pas pour les femmes, en fait. Elle est dangereuse, faut faire attention à bien marcher sur la pointe des pieds quand on porte des talons, à mettre des écouteurs mais pas écouter de musique, à avoir les yeux de partout, à faire semblant d'être au téléphone, à pas prendre les petites rues noires, à pas mettre des jupes courtes, enfin bon, on connaît. Donc la rue, elle n'est pas faite pour nous. C'est ce qu'on essaie de nous faire croire, en fait. C'est que la rue est dangereuse et les hommes sont incontrôlables. Et que qu'il faut qu'on fasse attention à nous. Et on n'est pas d'accord avec ça, en fait. La rue, c'est un espace public et il n'y a pas de raison pour qu'un genre ait plus de place dans cet espace public qu'un autre, dans un esprit non binaire, parce que tous les genres ont leur place, tout le monde a sa place dans l'espace public. C'est pour ça que c'est un espace public et non privé. Donc nous, c'est ça, c'est déjà ça, se réapproprier la rue. De nuit, c'est d'autant plus fort parce que la nuit, c'est aussi... déjà la rue de manière générale, c'est dangereux pour nous, soi-disant. Mais en plus de ça, de nuit, ça l'est encore plus, parce que la nuit, c'est le noir, c'est le sombre, c'est là où les mauvaises choses se passent, les gens se cachent dans les rues, il y a les crimes, les délits, tout se passe la nuit, donc c'est d'autant plus dangereux. Et c'est hyper puissant, en fait, quand on sort. Donc généralement, on sort en groupe de 6, un minimum. On essaie de pas trop sortir en dessous de ça, parce que du coup, en effet, ça peut être un petit peu dangereux, notamment que ce qu'on fait reste illégal. Donc il n'y a pas que la rue qui est dangereuse, il y a aussi les flics, disons-le franchement. Donc on essaie de sortir, un minima à 6, et c'est hyper fort parce qu'on est là, et on a peur, et en même temps on a peur de rien, en fait. Je ne saurais pas comment vraiment décrire cet effet-là, mais c'est ça, c'est de la sororité, c'est de la delphité, c'est de la puissance, c'est de la colère, c'est de la rage, c'est tout qui sort, en fait. On sort dans la rue avec toutes nos émotions, et on y va, et on est là, et on tape le bitume, en fait. On tape le bitume et on colle les murs, et ce mot-là de réappropriation de la rue, il est hyper important. Parce qu'en fait, on la rend nôtre. C'est ça qu'on fait, c'est qu'on la rend nôtre. On lui donne notre nom, on lui donne notre trace, on y met notre ADN, elle est à nous. Il y a un slogan qui est hyper fort, c'est « La rue est à nous », qu'on crie souvent en manif, qu'on a pu voir aussi sur des collages qu'on a collés également. Et c'est exactement ça. On reprend les lieux, on les redéfinit. Donc il y a ça, puis il y a aussi le fait qu'il faut se dire que la grande majorité d'entre nous, si on en est arrivé là où on en est maintenant, à coller, c'est qu'on est victime. On a été victime à un moment ou un autre, où on a des proches, et où on a des proches qui l'ont été. Et c'est c'est un effet très catharsis, en fait, très exutoire, de sortir et d'aller coller notre colère sur les murs. Alors des fois, il y a des personnes qui vont coller des choses qui les concernent directement. Des choses qu'elles ont vécues, des agressions, des viols, des violences sexistes et sexuelles, en fait, de manière générale, ou qu'elles ont vues, ou en l'honneur d'autres personnes dans leur entourage qui n'ont pas l'envie, la capacité d'y aller, quoi. Donc ces moments-là, c'est très fort. En fait, chaque sortie est différente. Chaque sortie est différente parce qu'il y a des fois, on va sortir avec un esprit très, très joyeux, très... Moi, la dernière sortie que j'ai faite, c'était ça. Il y avait de la... On faisait les idiots et les idiotes dans la rue, quoi. On était bien, on prenait de la place, on faisait du bruit et on se gênait pas pour faire du bruit, alors que bon, on aurait peut-être dû en faire un peu moins, mais on se gênait pas pour faire du bruit et pour coller. Et c'était beau parce qu'il y avait plein d'enthousiasme.
Et puis j'en ai fait d'autres qui ne sont pas passés comme ça. J'en ai fait d'autres où l'ambiance était plus lourde parce que il y avait des personnes, il y avait des personnes qui étaient là pour coller des choses en particulier qui leur étaient spécifiques. Où c'était émotionnellement assez chargé. Et puis il faut savoir qu'on a fait des sorties et moi notamment j'ai fait 2 sorties qui m'ont un peu secouée parce qu'on a été une fois contrôlé par les flics. Donc on était 6, ils nous ont coincés dans une rue et je crois qu'ils étaient une dizaine. Il y avait quand même 3 voitures, c'était 3h ou 4h, doit être 3h du mat, un vendredi soir. Donc 3 voitures de flics qui nous coincent avec plein de gens qui sortent et puis plein de gens bien baraques et bien vénères quoi, ils avaient pas l'air commodes. Et un chien. Ils avaient un chien dans le coffre. Donc j'avoue qu'on emmenait pas plus large que ça. On s'est coincé contre les grilles et puis on n'a pas bougé quoi. Après ils nous ont pas malmenés ni rien. Ils ont fait un contrôle d'identité, mais bon ils bloquaient toutes les sorties possibles. Donc il y en avait 2 en face de moi, il y avait une personne à ma gauche. Et puis nous on était agglutinés contre la grille en attendant de voir ce qui allait se passer. Donc ils ont vérifié toutes les pièces d'identité et puis après ils nous ont demandé de décoller. Qu'est-ce qu'on collait ce soir ? C'était un appel à la manifestation du 8 mars. Donc, pour rappel, la manifestation du 8 mars, c'est en lien avec la journée internationale de lutte pour les droits des femmes et des minorités de genre. Donc, on était quand même en train de coller des appels à manifester contre les violences sexistes et sexuelles, notamment. Et puis là, mesdames et messieurs, les flics ont décidé que c'était pas une très bonne idée, donc ils nous ont fait décoller. Heureusement, ils nous en ont fait décoller qu'un, parce qu'ils n'ont pas trouvé les autres. Enfin, ils les ont peut-être trouvés le lendemain d'ailleurs, mais on en avait déjà collé pas mal avant, on était contents et contentes. Mais ils nous l'ont fait décoller. Ça a été un peu... j'irais pas jusqu'à dire traumatisant, mais ça m'a... Non, si, en fait, disons-le. Ça a été traumatisant parce qu'en fait, ça s'est enchaîné avec les violences policières qu'on a pu voir en manif. Je pense au mouvement des Gilets jaunes, je pense aussi aux manifs féministes en fait. Je pense à tout le mouvement social qui lutte là depuis 2 ans, qui a été confronté à des violences policières absolument abominables quoi. Et en fait, nous il y a eu cette peur là quand ils nous ont arrêtés, interpellés, je sais pas comment dire, contrôlés. Il y a eu cette peur là en fait que ça aille plus loin. Il y a eu la peur de se faire embarquer, il y a eu la peur qu'ils fouillent nos sacs, il y a eu la peur qu'ils gardent nos identités, qu'on ait des amendes, il y a eu vraiment une peur qui s'est installée derrière. Moi je sais que personnellement j'en ai fait des cauchemars en fait pendant une semaine où quasiment toutes les nuits c'était sous des formats différents, mais soit j'étais poursuivie par les flics, soit je me confrontais moi-même aux flics. J'ai fait des rêves assez violents derrière ça, et je suis pas la seule. Toutes les personnes qui ont été contrôlées ce soir-là m'ont dit que, la grande majorité des personnes qui ont été contrôlées m'ont dit que bon voilà. Et du coup donc ça c'est la première, et en fait 2 semaines après on est retourné coller avec 2 personnes qui avaient été contrôlées avec moi et puis 3 autres personnes qui n'étaient pas avec nous cette fameuse soirée-là. Et là, on a été donc le 2e exemple de ce qui peut nous arriver, des risques en fait, non pas qu'on prend, mais qui nous sont imposés quand on colle, parce qu'on ne prend pas des risques, c'est les autres qui nous mettent en danger. On a été agressé par un homme cis, on venait de coller le fémage à Janine, justement, et on a été agressé après avoir collé un appel au 8 mars. Et cette personne est venue vers nous et a voulu prendre l'une de nos camarades en photo. Elle s'y est opposée. Et en fait, il est devenu physiquement violent directement. Il n'y a pas eu une bagarre à proprement parler, mais clairement, ce mec était prêt à nous mettre sur la gueule, même si on était 6 et qu'il était tout seul. Et c'était assez violent, c'était hyper violent. Moi, je sais que l'adrénaline est montée très très vite. En plus, je me suis interposée et du coup, j'ai pris un coup et ça a été
ça a été très, très violent psychologiquement, ce moment-là. Et voilà. Et donc, en fait, cette personne-là a complètement justifié nos actes. Et elle a complètement justifié le fait qu'on est dehors en train de coller, en fait. Elle a justifié ce qu'on dénonce. Et c'était ridicule. C'était absolument ridicule de le voir en train d'essayer, parce qu'après, ça s'est un petit peu calmé. Il y a, je pense, quelqu'un qui semblait être son épouse qui est intervenu. Mais bon, il a continué à avoir des propos complètement misogynes. Voilà, on lui a quand même demandé, mais vous avez pas honte de ce que vous faites, d'être aussi violent? Il a dit non, absolument pas. Il a tenté de justifier sa violence par sa colère. Enfin bon, voilà. Donc, c'est ça, en fait, qu'on vit quand on sort. C'est ça qu'on dénonce. C'est ça qu'on vit là en groupe. Mais c'est ça aussi qu'on vit en tant qu'individu, en fait, quand on sort tous seuls. C'est ça qu'on vit. On se prend des remarques, on se prend des colibés, des sifflets, on est agressé, on est violé, on est frappé, on est tué. Enfin, il y a quand même tout un bagage assez fort, en fait, derrière tout ça. Et c'est pour ça qu'on lutte, c'est pour ça qu'on se la réapproprie, la rue. Et c'est pour se défendre et pour défendre les autres et pour changer les choses. Et j'ai envie de parler d'hétérosexualité. Il y a un questionnement qui se pose beaucoup, enfin du moins dans mon milieu sur Grenoble, j'en ai beaucoup parlé autour de moi à des militants et militantes féministes. Et en fait, ce qui ressort, c'est la question de l'hétérosexualité pour les personnes, pour les femmes cis notamment, mais aussi les femmes trans. De manière générale, en fait, je vais parler d'hétérosexualité, c'est-à-dire avoir de l'attirance ou de l'amour ou de l'envie pour des hommes cis. Les hommes cis étant, ok, not all men, hein, mais les hommes cis étant nos oppresseurs. Donc, on va le redire, tous les hommes cis ne sont pas des agresseurs, mais la grande majorité des agresseurs sont des hommes cis. Pour reposer les choses bien dans leur contexte. Et du coup, en fait, il y a une espèce de questionnement sur la pertinence de nos rapports avec les hommes et de notre militantisme. En fait, comment arriver à joindre les deux sans être en contradiction entre ce qu'on prône, ce contre quoi on se bat, et ce qu'on fait dans notre vie privée et ce qu'on subit, en fait, dans notre vie privée. Parce qu'il faut se dire qu'un homme déconstruit, il y a une tribune qui est sortie il y a pas longtemps sur Ici Grenoble qui est absolument magnifique là-dessus. Il faut se dire qu'un homme qui se dit déconstruit ne sera jamais déconstruit à 100%. Tout comme les femmes, personne n'est déconstruit à 100% en fait. Il y a toujours un travail constant à faire. Mais ce dont nous, on se rend compte, et j'ai beaucoup d'amis proches et de camarades qui me l'ont dit, c'est que ça devient de plus en plus compliqué d'aimer les hommes dans notre vie privée et de les combattre. Alors moi, j'ai la chance d'être bi. C'est pas le cas de tout le monde. Moi, j'ai la chance d'être bi et il y a Virginie Despentes qui a parlé du lesbianisme politique. Donc ça aussi, ça fait, du coup, dans la même continuité, ça fait un peu débat. C'est est-ce qu'on peut choisir de devenir lesbienne pour s'affranchir totalement du rapport aux hommes cis dans notre vie privée, en fait, ou est-ce qu'on peut pas? Alors moi, ça m'interroge parce que on se bat quand même depuis hyper longtemps pour faire reconnaître que l'orientation sexuelle n'est pas un choix. Moi, j'ai pas choisi d'être bi. Mes potes ont pas choisi d'être hétéros. Et ça m'interroge parce que en tant que bi, ben voilà, j'ai la chance de pouvoir choisir ce lesbianisme politique, si je le souhaite. Et encore, est-ce qu'on contrôle vraiment nos attirances? Est-ce qu'on contrôle vraiment l'amour qu'on peut ressentir pour une personne, ou le désir, ou... Moi, je me retrouve dans cette situation où j'ai beau porter cette parole-là et m'interroger sur le lesbianisme politique, je couche avec un homme cis. Voilà. Et moi, je sais que c'est quelque chose qui me tire de plus en plus. Je commence à en avoir marre d'être en contradiction dans ma tête. Mais je pense à toutes les personnes hétéros qui sont autour de moi et qui ne peuvent pas faire ce choix conscient-là, de dire, bon ben, non, moi maintenant, je vais être attirée par les femmes. Allez, c'est parti. On peut pas faire ça. Et du coup, j'ai envie de dire que, messieurs, les hommes cis,
ce serait pas mal de vous rendre compte de ça, en fait. De vous rendre compte que le combat qu'on vit au quotidien, pas que en tant que militant et militante, en fait, juste en tant que personne opprimée. Tout le monde. Il est en nous, en fait. Il est hyper... il fait partie de nous. Il est dans notre chair, comme toutes les oppressions sont dans notre chair, sont marquées à vif pour la vie. Les cicatrices, elles seront toujours là. Notre combat, il sera toujours là aussi. Alors, vous pouvez pas être féministe. C'est pas possible. Faut arrêter. Il faut vous sortir ce mot-là de la bouche. Les hommes cis, vous n'êtes pas féministes. Vous pouvez être des alliés. Mais surtout, la meilleure manière dont vous pouvez nous aider, c'est d'arrêter de nous demander de faire de la pédagogie, parce que c'est ça qui nous éreinte. D'arrêter de nous demander de vous expliquer la vie, de vous expliquer qu'est-ce que c'est que le féminisme, comment vous pouvez être un bon allié, comment vous pouvez bien vous occuper des personnes autour de vous, comment vous déconstruire. Vous faites comme nous on a fait. Vous lisez des livres, je reprends Macron. Lisez des livres, on est en période de confinement. Vous pouvez lire des livres, il y a plein de comptes Instagram qui sont hyper bien pour ça, vous pouvez regarder des films, vous pouvez demander aux personnes qui sont autour de vous comment elles voient la vie, etc. Mais arrêtez de nous demander de vous convaincre que c'est pas bien de nous opprimer, en fait. Arrêtez, ça n'a aucun sens et vous allez nous perdre, en fait. Vous allez nous perdre à force, parce que même si les personnes hétéros n'ont pas la capacité et la possibilité de dire « Ok, demain je deviens lesbienne », je peux vous dire que refuser de laisser des hommes rentrer dans sa vie, ça c'est possible, ça c'est jouable, ça on peut le faire. Donc, si vous voulez que ça marche, que ça se passe bien et qu'on vous accepte en tant qu'allié, déconstruisez-vous vous-même. Il y a un dernier truc que je veux dire là-dessus. Quand je dis que, messieurs, vous pouvez pas être féministes, ça vient d'un truc que moi j'ai vécu. Enfin, ça vient d'un truc que moi j'ai vécu. Je me base notamment là-dessus. J'ai été violée par un de mes ex qui, quand je l'ai rencontré, se proclamait féministe. C'était un gars qui portait des t-shirts « Je suis féministe »,« Vive les droits des femmes », qui était hyper fier de lui, qu'il arborait fièrement sur Tinder. D'ailleurs, je pense que c'était son catch. Et... moi, j'étais pas hyper déconstruite à l'époque et j'avoue que je suis un petit peu tombée dans le panneau, la tête la première, quoi. Et en fait, ce mec, clairement, n'y connaissait rien, rien. Alors, il avait des beaux discours, mais des beaux discours qui étaient totalement vides. Il était incapable de se rendre compte que dans le quotidien qu'on avait, on n'était pas du tout sur un quotidien égalitaire, en fait. Il me traitait pas comme son égal, que ce soit dans nos rapports sexuels qui étaient extrêmement phallocentrés, mais comme la grande majorité des rapports sexuels avec les hommes cis. Parlons-en, messieurs, arrêtez, tout ne tourne pas autour de votre bite. Voilà. Et du coup, on s'est séparés et il m'a violée. Alors, voilà, je vais aussi déconstruire ce truc-là. On en parle, on en a parlé 1 milliard de fois. Normalement, tout le monde est au courant maintenant. Un viol, c'est pas systématiquement hyper brutal dans un coin de rue par quelqu'un que vous ne connaissez pas. En l'occurrence, moi, ça a pas été... il m'a pas prise et pénétrée de force. Il a juste pas du tout respecté mon consentement, qui a clairement été exprimé. Ça a été hyper violent pour moi. Je suis restée prostrée sur mon lit après ça pendant bien 1 heure, à pas comprendre ce qui s'était passé. J'arrivais pas à mettre de mots dessus, parce qu'il faut se rendre compte aussi que quand ça vous arrive, mettre le mot viol dessus, c'est hyper compliqué, et des fois ça prend des années pour arriver à le mettre. Voire toute une vie, voire on ne le met jamais. Et les personnes autour de nous ont beau nous dire non mais ça c'était un viol, c'est très très violent pour nous d'entendre ça aussi en tant que victime, que les autres autour de nous qualifient ce qu'on a vécu comme un viol. J'ai eu de la chance, entre guillemets, c'est que j'ai mis le mot dessus au final en peut-être 2 semaines. J'ai réussi à mettre le mot dessus et je l'ai appelé. Il avait quitté la France, je l'ai appelé. Je lui ai dit ce qu'il avait fait. Et il a pleuré. Moi, sur le coup, je me suis sentie mal, en fait. Je me suis sentie un peu comme une débile. Je me suis dit, mais j'ai détruit sa vie. Voilà. Le premier truc que je me suis dit, c'est mais j'ai détruit sa vie, il va jamais s'en remettre. Puis, ça peut paraître aberrant, en fait. Dit comme ça, la victime qui dit j'ai détruit la vie de mon agresseur.
en lui disant ce qu'il m'avait fait. Puis les années sont passées et j'étais encore dans un rapport où on se parlait une fois de temps en temps, on se donnait des nouvelles, comme si c'était rien passé entre nous en fait. Et là, quand je suis rentrée en France, parce que j'étais expatriée pendant 2 ans, quand je suis rentrée en France, il m'a envoyé un message en me disant qu'il revenait sur Lyon et qu'il aimerait bien qu'on aille se boire un café. Ce à quoi j'ai répondu que je ne me sentais pas de le voir et je lui ai plus ou moins dit assez clairement par message que je me voyais pas de le regarder droit dans les yeux. Mais je lui ai aussi dit que je ne lui en voulais pas et qu'il était pardonné. Enfin bon, je sais pas d'où tout ça est sorti. Je pense que dire que je lui avais pardonné, lui dire que je lui avais pardonné, ça sortait de ma propre culpabilité en fait. De me dire, j'étais pas encore d'accord sur le fait que c'était pas totalement de ma faute. Enfin, que c'était pas du tout de ma faute en fait. Et ça, je pense que j'arrivais pas encore à me le dire, c'était il y a pas longtemps. Et en fait, ce qui a déclenché une prise de conscience soudaine de la violence en fait, de son ok, il s'est rien passé, viens, on va prendre un café. Genre, à quel moment posez-vous sincèrement la question, un agresseur propose à sa victime, dans le plus grand des calmes, d'aller boire un café. Ok, même 3-4 ans après. Juste, à quel moment ? Tu fermes ta gueule et tu te tasses. Déjà, t'as du bol, je suis pas allée voir les keufs. Donc, il y a un moment, non. Et du coup, je lui ai envoyé enfin ce message que j'aurais dû lui envoyer depuis longtemps, qui a été hyper brutal, hyper violent. Je pense que pour lui, il a dû finir en PLS, mais c'est pas mon problème pour le coup. Où je lui ai expliqué que non, c'était pas normal en fait qu'il m'ait proposé d'aller boire un café, que ce qu'il m'avait fait, ça restait encore en moi aujourd'hui, que j'en ai des flashbacks, surtout en ce moment, que j'y repense, que je revois l'acte sans mon propre, à nouveau, consentement, parce que les flashbacks, ils demandent pas mon consentement non plus, hein. Et que j'étais pas bienveillante dans mes propos, et que j'avais pas envie d'être bienveillante, et qu'il méritait pas que je sois bienveillante, et que j'osais espérer, parce que c'était la raison première pour laquelle je lui en avais parlé, quand même, qu'il avait changé ses rapports aux femmes, et qu'il écoutait leur consentement, qu'il leur demandait leur consentement, qu'il respectait leur consentement. Et il m'a répondu, je ne sais pas quoi dire. Alors, qu'est-ce qu'on dit à ça ? Qu'est-ce qu'on dit à ça ? À quelqu'un qui ose répondre. Déjà, qui ose répondre. Et ensuite, qui ose répondre en disant, je ne sais pas quoi dire. Il n'y a plus rien à dire. Donc voilà, c'est pour ça. Mon expérience personnelle qui me dit que messieurs, vous êtes des imposteurs. Messieurs qui vous prétendez féministes, vous êtes des imposteurs. Si vous voulez pas, si les mots que j'emploie là sont trop... vous touchent dans le cœur et vous dérangent et vous perturbent et que vous me détestez parce que je suis en train de les employer, c'est qu'il y a ça touche quelque chose. Si vous n'êtes pas des imposteurs, vous le savez. Si vous n'êtes pas des imposteurs, vous n'êtes pas touchés par ce que je dis, vous êtes d'accord avec ce que je dis. Questionnez-vous sur votre place dans le féminisme, mais arrêtez de prendre nos mots, de prendre nos espaces et d'essayer de faire les choses comme nous. Faites les choses à votre manière, il y a plein de choses à faire pour déconstruire la société patriarcale et le capitalisme. Il y a des tas de trucs que vous pouvez faire à votre niveau. Vous pouvez cultiver la fraternité, comme on disait au début. Vous pouvez cultiver l'adelphité, vous pouvez rentrer dans l'adelphité et réfléchir à ce que ça veut dire et ce qu'on peut en faire en fait.